Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le Digital Service Act est entré en vigueur le 25 août dernier, donc il y a exactement 3 jours. Annoncé à grand renfort, effectivement, d'admonestation, et tout de suite, et même avant que ça soit vraiment la polémique totale. C'est-à-dire, évidemment, ça concerne tous les utilisateurs, et ils sont nombreux, l'utilisateur d'Internet, l'utilisateur des réseaux sociaux, les utilisateurs des grandes plateformes, etc., des GAFAM. On ne va pas rappeler ce que c'est les GAFAM. Alors, juste quelque chose, je rappelle, donc l'objectif de ce Digital Service Act, c'est de protéger notre vie privée et de sécuriser les informations de sujet. Tous les contenus que l'on peut trouver sur Internet sont concernés. Dans les grandes lignes, objectif, éviter la propagation de ceux qui sont illicites, les propos haineux, les fake news, les ingérences dans les élections, les atteintes à la vie humaine, aux mineurs, etc., publicité ciblée, manipulation, du pain sur la planche. 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne, soit environ 10% de la population. Toutes les plateformes, de Amazon à Facebook, à Google, à LinkedIn, à Twitter, X-Twitter, Wikipédia, YouTube, Zalando, tous sont concernés par ce Digital Service Act, évidemment Bing et Google et compagnie. Alors, on va essayer d'en parler, et au fond, avec Fabrice Epelboin, je vous demande, vous êtes enseignant, vous êtes spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup occupé de la guerre informationnelle sur les réseaux sociaux, et Dieu sait si les manipulations, c'est le jugement aurifère des manipulations. Alors, au fond, ce Digital Service Act, franchement, fausse mesure, fausse bonne mesure, fausse bonne idée ou pas? Mesure indispensable, parce qu'il y a bien un moment où la force publique va devoir reprendre la main sur quelque chose qui est une enclave étrangère, très clairement. On est sur des enclaves américaines qui, petit à petit, ces 15 dernières années, ont pris une partie de plus en plus importante du débat public. Chinoise, mais ça démarre. Ouais. En fait, les Chinois ont cet immense avantage qui nous ont permis à tous de prendre conscience qu'effectivement, on était dans une problématique de perte de souveraineté totale. Tant que c'était les Américains, ça préoccupait pas grand monde. Ouais. Une fois que ce sont les Chinois qui se sont mis à jouer à ce jeu-là, tout d'un coup, tout le monde a réalisé l'ampleur du problème. Et par ricochet, on s'est aperçu que c'était pas forcément une très bonne idée d'avoir une large partie de notre opinion publique située aux États-Unis, qui eux-mêmes sont dans une espèce de guerre culturelle cataclysmique, qui sont en train de porter des torts considérables à leur démocratie, au fondement de leur démocratie. Le premier amendement, c'est vraiment la base de la Constitution américaine, la liberté d'expression, qui aujourd'hui aux États-Unis est remise en question. Alors en France, on n'est pas basé là-dessus, donc c'est un autre problème, la conception de la démocratie en France, mais toujours est-il qu'elle est dans une période critique aux États-Unis, et que le fait d'avoir une large enclave américaine sur l'opinion publique française posait un problème. Donc le DSA se propose de reprendre la main sur un espace de débat qui, depuis maintenant 15 ans, est américain, il faut être honnête, et régulé plus ou moins par une logique américaine. Oui, mais est-ce que, l'Union européenne, on a vu aussi les performances en matière de Covid et tout le reste, est-ce qu'on ne va pas, pour exprimer ça brut de décoffrage, est-ce qu'on ne va pas remplacer une idéologie américaine par une idéologie de l'Union européenne ? Alors, qui n'est peut-être pas tellement mieux. Que le Covid ait été mal géré d'un point de vue informationnel, pas d'un point de vue médical, d'un point de vue informationnel, que c'était mal géré en Europe, ça, sans aucun doute. Ceci dit, objectivement, quand on voit la façon dont ça a été géré aux États-Unis, on s'en est quand même beaucoup mieux sorti. Non, ce que je veux dire, excusez-moi, quand je prends du Covid, je dis simplement, à partir du moment où l'Union européenne, quand même, il y a, pas seulement sur le Covid, sur la guerre Russie-Ukraine, etc., des partis pris. Très bien, je ne discute pas du fondement du parti pris, mais il y a une idéologie de l'Union européenne quand même qui existe, comme une idéologie américaine. Et est-ce que celle-là ne va pas aussi agir d'une façon qui ne sera... Alors le DSA n'a pas eu la prétention, et Dieu merci, d'unifier la modération ou la censure, c'est une question de point de vue, sur l'ensemble du continent européen. Et on comprend, il y a des choses qu'on pourrait crier à tue-tête en Pologne et qui seraient scandaleuses en France, et réciproquement. Donc on a délocalisé cette capacité à distinguer le vrai du faux, distinguer le bien du mal, tout ça est au niveau des nations. Ce qui, quelque part, est un constat d'échec pour les valeurs européennes. Très clairement, quand on a commencé à les chercher, on s'est aperçu qu'il était plus prudent d'aller du côté des nations que du côté de la nation. Donc c'est du côté de la nation. Comment ça se passe, le mécanisme, expliquez-nous. Il y a une délégation auprès d'une entité spécifique à chaque nation. En France, c'est l'ARCOM. L'ARCOM va s'appuyer sur un réseau de signaleurs de confiance, qui sont des gens qui vont signaler à l'ARCOM
donner par essence aux réseaux sociaux quels sont les bons contenus, les mauvais contenus, en précisant quand même les raisons du clouage au pilori de tel ou tel contenu. Les citoyens, de leur côté, pourront également participer à cet effort de dénonciation, mais évidemment, les signaleurs de confiance auront un poids beaucoup plus important, et puis ça va résulter par des mécanismes qui restent un peu obscur dans la suppression de contenu, ou peut-être le fait que certains contenus auront moins de visibilité que d'autres. C'est notamment possible sur Twitter. Le problème, c'est que la gestion de la visibilité des contenus, c'est quelque chose qui était de l'ordre de la théorie du conspirationniste il y a encore 6-7 mois, quand Elon Musk a révélé les fameux Twitter Files, et là on a bien été obligé de regarder en face ce que était le shadow ban, qui est ce système très sophistiqué de gestion de la visibilité des comptes et des contenus, géré par des algorithmes, ce qui est totalement contraire au DSA, qui officiellement n'existait pas, que Twitter a révélé, et puis par essence on s'est tous aperçus que c'était rigoureusement le même genre de système qui régulait les contenus chez YouTube, chez Facebook, chez Instagram, un peu partout, et que du coup tout ça n'était pas compatible avec le DSA. Ça pose un énorme problème. Rappelons que la modération algorithmique n'est pas autorisée par le DSA, ça devrait être de la modération humaine.